Europe 1, Bien fait pour vous. Julia Vignali et Mélanie Gomez. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Julia. Bonjour Mélanie, bonjour à tous. Bienvenue dans Bien fait pour vous, c'est jusqu'à midi, c'est votre magazine bien-être dans lequel on prend soin de vous et de vos proches chaque matin. Julia, quel est notre sujet du jour? Eh bien Mélanie, on va s'intéresser en détail aux différents modes de cuisson que nous utilisons pour cuisiner. Nous sommes en juillet et pour les plus chanceux, le barbecue est déjà dans le jardin, prêt pour les grillades de l'été. Mais est-ce que c'est le meilleur moyen de cuisson pour la santé et pour le goût? Plancha, poêle ou vapeur, on va les passer tous en revue pour en tirer tout simplement le meilleur. Et pour en parler, la spécialiste qui nous accompagnera aujourd'hui en studio, ce sera Juliette Plita. Elle est diététicienne, nutritionniste à Saveur et Vie. On va se tourner maintenant vers notre invitée qui est déjà à nos côtés sur le plateau. C'est vous, Juliette Plita. Bonjour. Bonjour. Vous êtes diététicienne, nutritionniste à Saveur et Vie et on va faire avec vous ce matin le tour de tous les modes de cuisson en fonction des envies, des saisons et de notre santé aussi. Alors, est-ce que l'on peut déjà dire qu'il existe un large éventail de façons de cuire les aliments et surtout bien plus qu'on ne l'imagine? Alors oui, il existe énormément de façons de cuisiner et surtout pour se faire plaisir. Ça va être le mot d'ordre vraiment de l'alimentation et des cuissons. On va adapter sa cuisson par rapport à ce qu'on aime, par rapport à ce qu'on a eu l'habitude de faire aussi pendant notre enfance. Ça va être très important. Et on va varier selon les saisons. Alors racontez-nous quel genre de cuisson on peut choisir. J'ai l'impression qu'on revient surtout toujours au même, quoi. Si on a l'habitude de cuire à la casserole, on cuit à la casserole, à l'eau. Enfin, voilà. Les gens sont peu curieux de ce côté-là. Aussi, parfois. Mélanie. Vous faites ça, vous, la papillote? Jamais. Oui. je sais que ça existe, mais il y a quoi d'autre à part ça? On va pouvoir cuire au wok, on va pouvoir cuire à la poêle, au barbecue, qu'on va un peu évoquer tout à l'heure. On va changer aussi au niveau des saveurs, donc des herbes aromatiques, ça va être très important. À l'étouffer, ça existe ça? Exactement. C'est quoi l'étouffer, Julia? Je sais pas, j'imagine qu'on étouffe l'aliment jusqu'à ce qu'il perde vie, non? C'est pas ça? Ah non, ça va ressembler à la papillote justement. On va cuire pour enrober les saveurs à l'intérieur de l'aliment. Mais une fois que le poisson est mort, vous pouvez le manger. Il y en a même qui me le mangent cru, Mélanie. Alors au four, à la vapeur, à la casserole, on pense que toutes les cuissons se valent. Alors peut-être pas en termes de goût, mais il faut savoir quand même que chaque cuisson modifie vraiment différemment la texture des aliments. Je crois. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples? Exactement. Par exemple, si on prend la cuisson au four, ça va avoir tendance à assécher l'aliment, contrairement à la cuisson, par exemple, à la poêle ou au wok. Là, on va assécher les aliments qui vont être riches en eau, par exemple comme le poisson ou les légumes. Donc, il faudra faire attention et prévoir une quantité plus grande pour avoir ce sentiment de satiété. Mais il n'y a pas que la texture, je crois, qui change avec la cuisson. Il y a aussi la quantité et la qualité des nutriments qui vont changer. Donnez-nous des exemples. Qu'est-ce qui fait perdre les nutriments, par exemple, en termes de cuisson? Alors, on va avoir pour les vitamines, par exemple, la chaleur. Ça va des vitamines vont se dissiper par la chaleur, par la lumière ou par l'air. Donc plus c'est chaud, plus on perd de vitamines. C'est ça. Plus on va chauffer, plus on va perdre de vitamines. Et les minéraux vont se dissiper dans l'eau. Contrairement aux vitamines. Donc c'est là où on va avoir un impact sur la cuisson, sur les minéraux et les vitamines. Mais comment on explique justement cette perte de nutriments, cette perte de vitamines et minéraux en fonction du mode de cuisson? Enfin, qu'est-ce qui se passe concrètement quand mon légume il est dans l'eau? C'est parce que ça va s'évaporer dans le liquide et quand ça monte trop fort en température, pourquoi elles résistent pas ces vitamines? Parce que ces vitamines ont une structure moléculaire qui, au moment de la chaleur, vont se dissiper. Elles sont fragiles en fait. Exactement, elles vont être fragiles. Donc il faut pas les cuire trop fort, quoi. Alors voilà, on va pas les cuire trop fort. Après, ça va permettre d'être plus digeste. Par exemple, quand on va cuire à peu près à 40 degrés, donc une cuisson qui va être très faible, on va avoir des enzymes digestives qui vont être plus digestes. Donc pour certaines personnes qui ont du mal à digérer, qu'on va avoir des ballonnements, c'est là où ça va être bien, intéressant. Julia. Mais moi j'ai pas heureusement pas de problème de ballonnement, c'est un truc de famille, Mélanie Gomez. Je crois que dans votre famille c'est très prononcé. Non, mais moi c'est plutôt le gigot de 8 heures, tout ça, c'est vachement bien du coup. Plus on cuit, non, c'est pas bien le gigot de 8 heures. C'est bon, en tout cas c'est tendre. Alors, je sais pas si du coup il perd bon tout au niveau goût. Mais au niveau des vitamines, par exemple, comme la vitamine C, la E ou la D, qui vont être très sensibles à la chaleur, on va les perdre. Alors, bien sûr, on va en garder. Même si on les cuit longtemps. Même si on les cuit longtemps. Donc, le mieux, c'est de cuire plus lentement et à chaleur plus douce. Mais forcément, on va pouvoir se faire des ratatouilles. Pour un gigot de 8 heures, je vous conseille 120, 140 maximum au four. C'est vrai. Et pendant combien d'heures? 7 heures. Mais est-ce que du coup, vu qu'on s'est dit tout ça, on ne ferait pas mieux de manger cru parce que pour garder le plein de vitamines, c'est bon pour la santé d'ailleurs, ces régimes crudivores là qui sont assez à la mode? Alors, ça peut être bon pour la santé. Ce qu'il faut faire attention, c'est que il y a toujours un risque bactérien. Donc, bien respecter les pratiques d'hygiène ou avoir des aliments très frais. Par exemple, aller chercher sa viande chez le boucher. Ou là, ça va avoir de l'intérêt de prendre des aliments bio.
des fruits et des légumes bio. Mais par contre, on va avoir des marinades aussi qui vont être possibles. Par exemple, en ce moment, on entend beaucoup les ceviches. On entend beaucoup parler des ceviches qui vont être une semi-cuisson où là on va pas cuire mais on va rajouter soit du vinaigre ou du citron pour cuire l'aliment. Donc là ça va être sain, ça va être bon pour l'organisme et en même temps on va garder toutes les qualités nutritionnelles. Bon, bah ça commence bien je crois, hein, Julien. Ça me donne faim. Moi. Voilà, Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali, Mélanie Gomez. De retour dans Bien fait pour vous, votre émission Feel Good, mieux vivre, poêle, barbecue, vapeur. Quel est votre mode de cuisson favori? On vous pose la question ce matin et on en parle avec Juliette Plita, diététicienne nutritionniste à Saveur et Vie. Et puis, un chef cuisinier va nous rejoindre dans un instant. Alors, on va commencer avec vous, Juliette, et par la cuisson à la poêle et au wok. On va les mettre ensemble. Est-ce qu'on perd finalement assez peu de nutriments et vitamines si ça reste pas trop longtemps sur le feu, en tout cas de cette façon? Quelle est la bonne façon, s'il y en a une, de manier ces instruments tout en respectant les aliments pour le coup? Alors là, ce qui va être intéressant dans la poêle ou le wok, c'est qu'on va avoir un point de fusion, donc entre l'huile et la poêle, qui va être différente entre les deux. Le point de fusion, c'est la chaleur qu'on va pouvoir mettre à l'huile sans qu'elle se dégrade, sans qu'elle soit toxique pour la santé en fin de compte. Donc chaque huile a un point de fumée différent. Ça, c'est intéressant aussi de le savoir. On en a pour l'assaisonnement, on en a pour la cuisson et pour la cuisson au wok ou pour les fritures par exemple. On n'utilisera pas la même huile. Le mieux, c'est de les mélanger pour avoir tous les nutriments. Le wok va avoir un point de fumée qui va être très haut, entre 250 à 300 degrés. Ah oui. Donc là, ça va être assez fort. On va détruire beaucoup de nutriments par rapport à la poêle où on va avoir un point de fumée entre 180 et 200 degrés. Donc la bonne astuce là pour pas se tromper justement et pour pas aller au-delà de ce point de fumée qui serait mauvais pour la santé, puisqu'après les aliments vont cramer en quelque sorte et on va avoir des substances qui se dégagent de la cuisson qui sont pas bonnes pour nous. C'est quoi les astuces justement pour pas, en gros, une huile qui fume, on met rien dedans, on la jette, on recommence. Exactement, hein, on recommence, on la jette et on essaye toujours de commencer à feu doux ou de saisir à ce moment-là, mais on essaye que l'huile ne chauffe pas vraiment. Par exemple, quand on voit que le beurre commence à noircir, on jette. C'est là où il y a le truc fumé quoi. Exactement. Et d'ailleurs, vous disiez qu'il y avait différents types d'huile. Pour la cuisson à la poêle, par exemple, j'utilise quoi comme huile? Alors là, on va prendre des huiles qui sont raffinées, parce que c'est des huiles qui vont avoir du coup un point de fumée plus élevé. On va soit choisir l'huile d'olive ou on va prendre des huiles comme l'huile de tournesol raffinée, l'huile d'arachide. Alors faut faire attention au niveau des allergies. Et là, on va voir aussi les cuissons avec le beurre qui vont avoir un point de fumée beaucoup plus bas. Et dites-moi, pour le wok, c'est la même chose ou on change d'huile du coup? Alors là, on va garder les mêmes huiles, parce que c'est des huiles qu'on va pouvoir chauffer assez fortes, comme l'huile de tournesol, mais on va prendre les huiles raffinées et non les huiles non raffinées. Donc l'huile qu'on va éviter, par exemple, pour faire l'inverse justement à la poêle, parce qu'elle va chauffer très vite et brûler même. C'est quoi, par exemple, l'huile de noix, ces choses-là? Exactement. On les brûle pas, celles-ci, elles sont pas faites pour la cuisson. L'huile de colza, là, on va pouvoir. Ça dépend si elle est raffinée ou non raffinée. C'est ça aussi qu'on fait pas forcément. En fait, exactement. On fait pas forcément la différence entre les deux, mais on a un processus qui va se faire au moment où on va extraire l'huile, qui va être intéressant, et c'est là où on va avoir plus ou moins d'intérêt. Bon, l'huile, Julia et moi, on essaie d'en mettre pas trop quand même. Hein. On fait un peu attention à notre ligne quand même, faisons attention. Justement, aujourd'hui, on sait très bien qu'en choisissant bien son instrument, c'est-à-dire la bonne poêle, il y en a même qui nous permettent de ne quasiment pas rajouter de matière grasse puisque le revêtement est parfait. Comment on choisit bien sa poêle ou son wok? Alors, c'est quoi le meilleur revêtement selon vous? On va prendre des poêles anti-adhésifs, donc soit en pierre, soit en céramique. Ce qu'il faut faire aussi attention, c'est qu'il faut les changer tous les 3 à 5 ans. Ça, on oublie quand même un petit peu. Mélanie, elle a acheté des poêles qui durent toute la vie alors? Alors, il y a beaucoup de marketing là-dessus. Alors, je veux pas me faire taper les doigts. Pas toute la vie en réalité, je me suis fait avoir. Mais c'est au bout d'un moment, à force de cuire, on a ce qui est anti-adhésif en fait, qui va commencer à s'abîmer comme un peu tout en fin de compte. Et donc, il faut les renouveler assez souvent. Quand on voit que ça commence à coller, par exemple, c'est que le pourquoi qu'on a acheté notre poêle, ne fonctionne plus. Une poêle effectivement qui est entaillée, entaillée par un couteau, par exemple. C'est pour ça qu'il faut utiliser plutôt des spatules en bois pour pas abîmer le revêtement. Et voilà. Un revêtement abîmé, c'est un revêtement qui potentiellement dégage des choses dans l'alimentation, on est d'accord. Donc là, on change. Les poêles à vie, Julien, justement, parce que je reviens là-dessus parce que vous parliez de mes poêles. Mais oui, je vous trouvais très curieuse. Vous n'êtes pas déçue d'avoir acheté ça? Non, parce qu'elles sont à garantie à vie dans le sens où je peux les renvoyer quand elles sont abîmées et on le revêtement. Ils me le refont, ils me renvoient une poêle. Mais moi, j'ai plein de poêles à la maison avec des coups de couteau, tout ça. Il faut que je les balance. Je vais vous en changer. Je pense qu'on va changer ça. Le message est passé. On est en pleine saison, en tout cas, des barbecues et c'est un mode de cuisson qu'on adore, très gustatif. Mais ce qui pose problème avec le barbecue,
barbecue, Juliette, ce sont les flammes. Alors expliquez-nous pourquoi. On a un dépôt de charbon qui va se mettre sur les aliments et c'est là où ça va commencer à être nocif pour les aliments. Ah bon? Oui, et parce que du coup, on a souvent, quand on va cuire des viandes, on a la graisse qui va couler sur le charbon. Donc, essayez aussi de faire quand le charbon est chaud et non quand on a la flamme. Mais ça va allumer les flammes et là, on va avoir un rejet de déchets un peu toxiques. Donc quand il y a des flammes, on met pas les aliments dessus? Non, normalement, on les met pas. Oui. On ne doit pas brûler les aliments. Les aliments, ils doivent juste profiter de la chaleur de la braise pour griller, mais pas cramer, C'est effectivement. Quels sont les risques? On le sait, que les médecins nutritionnistes ou les diététiciens sont pas des grands fanats du barbecue, même si évidemment, c'est toujours la modération, c'est la clé. Mais pourquoi ça serait mauvais si je décidais de manger demain, matin, midi et soir, tout ce que je consomme cuit au barbecue? Pourquoi ça serait pas bon pour ma santé? Alors justement, il y a l'OMS, c'est l'Organisation mondiale de santé, qui a publié un registre sur les barbecues, comme c'est un petit peu la saison, et qui nous dit que un excès d'aliments noircis peut induire des conséquences sur la santé, comme le cancer ou des lésions des tissus nerveux qui peuvent accélérer le vieillissement des tissus. Et pareil, ça fait des inflammations aussi. Exactement. Donc on peut avoir des inflammations au niveau du tube digestif, et c'est là où on va essayer de faire attention et justement ne pas en faire, mais d'essayer avec de réguler modération. avec modération. Alors Juliette, on va passer à un autre mode de cuisson pas si utilisé que ça. Enfin, moi je le connaissais pas. C'est la cuisson en papillote. Enfin, j'ai déjà lu ça, mais je l'ai jamais pratiqué. Vous pouvez nous rappeler pour les auditeurs qui comme moi ne savent pas trop ce que c'est quoi le principe de la papillote? Alors, la papillote, ça va reprendre la cuisson à l'étouffée. C'est-à-dire... C'est la même chose ou... Alors, ça ressemble... En fait, le procédé est pareil. Sauf que là, pour la papillote, on va prendre un papier cuisson ou un papier sulfurisé et on va, par exemple, pour un poisson, on va l'envelopper dedans. Donc, on va le fermer et on va ajouter des légumes ou des arômes pour que, à l'intérieur de la papillote, tous les arômes se mettent dans le poisson. Donc, ça va être une cuisson Pas d'aluminium? Alors, pas d'aluminium. Là, c'est la question qui est un peu controversée parce que on a le papier aluminium et on a l'aluminium. C'est deux choses différentes. Faut bien faire attention. Donc, on va utiliser plus du papier cuisson ou du papier sulfurisé, mais ça peut, parce qu'il peut être néfaste pour la santé, mais il n'y a pas encore d'études qui ont été faites sur le papier aluminium au four. Donc on va sur le sulfurisé, tout ça. Alors, particulièrement, oui. Merci beaucoup. Alors Juliette, on va passer à la cuisson à la vapeur, celle choisie souvent par ceux qui veulent perdre quelques kilos. Et je crois que c'est la cuisson qui d'ailleurs conserve le mieux les nutriments. C'est bien ça? Alors, ça va être la cuisson qui conserve le mieux les nutriments parce que ça va être une cuisson à basse température. Donc, elle va pas dépasser 90 degrés. Et cette cuisson, souvent, n'est sans ajout de matière grasse. Mais alors du coup c'est bien pour perdre du poids ça, parce que effectivement ça monte pas trop en température, ça inflamme pas les tissus, on se retrouve pas avec de la cellulite et tout ça. Alors oui, après ça va dépendre du mode de cuisson qu'on a l'habitude de faire. Si on a l'habitude d'ajouter beaucoup de matière grasse, à ce moment-là, on va utiliser des modes de cuisson à la vapeur où on ne rajoutera pas de matière grasse. Mais ça aide à mincir ça vraiment? Quand il y a moins de gras, en général, il y a moins de gras, donc il y a moins de kilos. Il y a moins de gras. Mais après, il est recommandé de manger, d'avoir 35 à 40% des apports en lipides dans notre alimentation sur les apports journaliers, selon nos dépenses. Donc, en fin de compte, on peut cuisiner avec du gras. C'est recommandé d'avoir de l'huile, au moins 2 à cuillère à soupe dans la journée. Et on peut assaisonner ce qu'on a cuit à la vapeur avec un bon filet d'huile d'olive, de bonne huile d'olive ou autre. Juliette, je reviens vers vous parce que je crois que la cuisson qui fait perdre le plus de nutriments, donc c'est la cuisson à l'eau, on a commencé à le dire tout à l'heure, c'est-à-dire la casserole d'eau où on fait bouillir les légumes par exemple. Comment on peut expliquer ça? Parce que moi, enfin mes pâtes, je fais tout comme ça, moi. Oui, c'est vrai. Après, au niveau des nutriments, on va avoir des nutriments qui vont être solubles, donc hydrosolubles dans l'eau. Donc là, à ce moment-là, ça va être intéressant de voir si on va garder ou pas l'eau de cuisson et la quantité d'eau qu'on va mettre aussi et le temps qu'on va mettre à cuire nos légumes. Le mieux pour les légumes, par exemple, si on prend cet exemple-là, c'est de ne pas les éplucher et de ne pas les couper, parce que du coup, on a moins de pertes. Ah, la peau va protéger de la perte de nutriments qui vont pas aller s'évaporer dans l'eau, en fait. Donc, pourquoi pas la cuisson à l'eau, mais éventuellement ne pelez pas et ne coupez pas à ce moment-là. J'ai une question par rapport au fait de saler l'eau. On fait quoi? On le fait avant de mettre les aliments dedans ou après ou jamais, en fait? Alors là, du coup, ça va dépendre de si on garde l'eau pour, par exemple, faire un bouillon, une sauce avec. Julia, elle jette tout, je pense. Je sale, je poivre aussi.
Alors, si vous utilisez l'eau de cuisson après, donc il va pas être intéressant là de saler, on va saler dans notre assiette. On va essayer de prendre le sel aussi dans la main pour voir la quantité qu'on va mettre. Si jamais on veut saler notre eau, donc on va essayer de retenir les nutriments dans l'aliment, et ben là ça va être intéressant de saler avant. Pour petite information, une cuillère à café pour 1 litre d'eau suffit. On n'a pas besoin de mettre La trop tonne. de sel. Exactement. Alors un autre instrument de cuisson bien pratique, mais je crois que c'est pas un appareil très prisé des nutritionnistes, c'est le four micro-ondes. Comment ça fonctionne d'ailleurs? Comment ça cuit un micro-ondes? Et je sais pas, il faut s'en servir pour cuire ou plutôt juste pour réchauffer? Alors, là, ça va être une question, on va avoir beaucoup d'avis dessus. On va avoir les ondes qui vont cuire l'aliment, mais l'aliment va avoir une texture molle, ça va être au niveau même visuel, ça va pas donner très envie de manger, alors que les nutritionnistes, justement, on encourage à avoir des belles assiettes, plein de couleurs, et donc la cuisson au micro-ondes, c'est pour ça qu'on la déconseille, et aussi parce qu'il peut avoir un risque bactérien, c'est-à-dire qu'on va pas cuire l'aliment à l'intérieur à cœur. Donc pour les personnes qui vont être plus fragiles, comme les enfants ou les femmes enceintes, elle est vraiment déconseillée. Je crois qu'il y a des cuissons à privilégier selon son état de santé. Par exemple, pour les personnes diabétiques, est-ce qu'il y en a beaucoup? Vous conseillez quoi, vous? Alors, les personnes diabétiques, ça va se jouer sur le sucre. Surtout les diabètes de type 2, parce que là on va avoir des pics ou moins de glycémie. Par contre, pour toutes les autres personnes, le mot d'ordre, ça va être de varier les cuissons et justement de pas rester sur une cuisson, de se faire plaisir, parce que quand on fait que de la cuisson vapeur, on a ce sentiment de plaisir et d'alimentation qui peut être un peu redondant en fin de compte, et de cuire à la poêle, de se faire plaisir justement. Donc il n'y a pas forcément de recommandation de bonne ou de mauvaise manière de faire si on alterne un petit peu à chaque fois. Bon, donc pour conclure, hein, Juliette, je crois que l'important c'est de varier les modes de cuisson, comme on varie finalement les aliments dans notre assiette, et de pas cuire les choses matin, midi et soir de la même façon. On a vraiment le droit, et pour notre santé et pour le goût, de varier les choses et varier les poêles, les outils. C'est ça qui rend les choses plus riches et plus intéressantes aussi. Hein. C'est ça, c'est ce qui va rendre notre alimentation de tous les jours plus intéressante, plus vivante, plus conviviale, parce que c'est ce qu'on cherche aussi en mangeant, c'est de la convivialité. On va être content de se faire à manger et de pas avoir de redondance en fin de compte dans ce qu'on mange. Et c'est là où on aura le plein de vitamines et de minéraux. C'est en choisissant des couleurs, en faisant des belles assiettes, en se faisant plaisir. Voilà, c'est des petites recettes qui vont changer, qu'on va trouver, que voilà, c'est ce que je conseille toujours, c'est de se faire plaisir et de garder cette sensation que l'alimentation, c'est du plaisir, et plus on sera plaisir, plus on sera en bonne santé. Voilà, Merci beaucoup belle d'avoir conclusion. été à nos côtés ce matin. On y voit plus clair sur les avantages et les inconvénients des différentes façons de cuisiner. La clé, c'est la variété, hein, finalement. Julia? Bien fait pour vous sur Europe 1.